Ce que je vous propose, moi, c'est de défiler un peu les nouveautés jurisprudentielles de l'année, parce que c'est un panel de jurisprudence sur l'année 2015. Et j'ai pris comme trame le déroulé de la relation contractuelle pour qu'il y ait une certaine logique dans la chronologie, c'est-à-dire depuis l'embauche jusqu'à l'après-rupture du contrat de travail. Et on fera un petit aparté à la fin sur une ou deux questions de jurisprudence en droit collectif. Alors je vous propose, moi, de défiler comme ça la jurisprudence depuis l'embauche jusqu'à l'après-rupture du contrat. Alors on commence par, si vous voulez bien, par l'embauche. Et au stade de l'embauche, les quelques questions qui se sont posées et qui sont nouvelles, avec des apports nouveaux par la Cour de cassation, Chambre sociale, Cour de cassation. À l'embauche, la question s'est posée du CV. Alors c'est une question qui se pose souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire dans un CV? Est-ce qu'on peut mentir? Est-ce qu'on peut être imprécis? Alors depuis toujours, je rappelle en deux mots la jurisprudence de la Cour de cassation, le CV, il ne peut être imprécis à condition qu'il n'y ait pas de mention fausse. C'est-à-dire que si vous mettez formation et que vous n'avez pas le diplôme, c'est reconnu comme étant valable par la Cour de cassation. Mais plus encore, et jusqu'à présent, dans l'hypothèse où une mention erronée figurait au CV, le seul fait qu'une mention soit erronée, ça ne suffisait pas à l'employeur à l'alléguer à l'appui d'un licenciement comme une faute après l'embauche. La Cour de cassation est toujours venue nous dire c'est possible de viser une mention erronée et de s'en servir à l'appui d'un licenciement ou à l'appui d'une sanction disciplinaire à condition que dans l'exercice des fonctions, le salarié commette des erreurs et que l'employeur se rende compte d'erreurs et qu'ensuite, en faisant le lien avec la mention erronée du CV, ils s'en servent à l'appui d'une sanction. Mais du seul fait de la mention erronée, ce n'était pas possible de sanctionner. Et la Cour de cassation est venue nous dire, là, le 25 novembre 2015, c'est un salarié qui, à l'appui de son CV, avait fait mention d'une expérience professionnelle, donc pas de son diplôme, il n'avait pas menti sur son diplôme, mais il avait menti sur une expérience professionnelle chez une entreprise concurrente. Et la Cour de cassation est venue nous dire, attention, là, c'est un élément déterminant à l'embauche, puisque c'était dans le secteur d'activité, et le fait d'avoir menti sur cette expérience, eh bien, c'est répréhensible de manœuvre dolosive qui peut justifier un licenciement pour faute. Parce que la Cour de cassation était toujours venue nous dire que, à partir du moment où l'employeur ne remarquait pas de faute dans le cadre d'exercice des fonctions, on ne pouvait pas sanctionner, sauf manœuvre dolosive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une manœuvre dolosive? C'est le dol, c'est une manœuvre qui consiste à nuire à l'employeur, c'est-à-dire avec une volonté de nuire. Et là, la Cour de cassation est venue nous dire qu'en visant une entreprise concurrente, une expérience chez une entreprise concurrente, c'est une manœuvre dolosive, c'est constitutif d'une faute grave, même si dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié ne s'est pas rendu coupable d'une erreur ou d'un manquement professionnel. Alors, toujours au stade de l'embauche, alors là, c'est je ne sais pas si certains sont concernés par la question des stages en entreprise, mais les quotas, il y a des quotas qui ont été mis en place par le décret du 26 octobre 2015. Je vous ai mis aussi par Internet le lien Légifrance, mais la loi, donc il y a un décret d'application au visa de la loi du 10 juillet 2014 qui a fixé le nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis par une entreprise et un tuteur. Donc je vous le donne en deux mots. Je ne sais pas s'il y a des recrutements de stages dans vos entreprises. Oui, il y en a. Désormais, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile ne peut excéder 15% de l'effectif pour les entreprises qui comptent plus de 20 salariés. Donc on ne peut pas dépasser 15% de l'effectif en stage pour les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et 3 stagiaires pour les entreprises en dessous. Donc voilà, et ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des conventions conclues depuis le 29 octobre 2015. Alors, le décret ne dit pas quelle serait la sanction en cas de dépassement. Il me semble que les conséquences et les incidences ne seraient que fiscales. Je ne vois pas un conseil des prud'hommes requalifier une convention de stage en contrat à durée indéterminée
et je vois pas très bien sur quel fondement, au visa du dépassement du quota et des effectifs. Ça reste à voir, hein, pour l'instant, il n'y a aucune jurisprudence sur la question. Alors voilà, ça c'était l'avant-embauche. On va passer maintenant au début de la relation contractuelle. Et pour commencer le contrat, la période d'essai. Donc, arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation nous rappelle, là c'est pas un revirement de jurisprudence, hein, c'est juste une petite piqûre de rappel que j'entendais faire, le courrier qui notifie aux salariés le renouvellement de la période d'essai. Quand le salarié signe ce courrier de renouvellement en mettant reçu en main propre contre décharge, ça ne vaut pas acceptation du renouvellement de la période d'essai. Et à ce moment-là, on considère que le salarié ne donne pas son accord, mais simplement ça vaut remise du document. Et donc le salarié étant CDI, avec des conséquences importantes, puisque au moment de la rupture de la période d'essai à l'issue du renouvellement, ça s'analyse en un licenciement qui est nécessairement du coup sans cause réelle ni sérieuse, puisque le formalisme n'a pas été respecté de la procédure de licenciement et de l'indication des motifs. Est-ce que vous souhaitez que je vous rappelle les règles en matière de renouvellement de période d'essai ? En 2 mots, pour qu'un renouvellement de période d'essai soit valable et autorisé et qualifié en tant que tel, il faut 3 conditions. 1, que ce soit autorisé, enfin non prohibé par la convention collective et permis par la convention collective applicable. C'est le cas bureau d'études techniques. 2, que ça soit mentionné au contrat de travail. Et 3, au moment du renouvellement, il faut l'accord du salarié. Ces 3 conditions sont cumulatives, c'est-à-dire la seule mention à la convention collective ne suffit pas. L'indication au contrat de travail ne suffit pas. Il faut les 3 exigences réunies de manière impérative. Et la lettre vous notifiant un renouvellement de période d'essai doit recueillir votre accord, et la seule mention « j'ai bien reçu le renouvellement de ma période d'essai avec remis en main propre contre décharge » ne vaut pas accord et fait tomber le renouvellement et la qualification de période d'essai. Le salaire, là vraiment très rapidement, parce que devant les juridictions, on se heurte souvent à la question de la preuve en matière de paiement de salaire. La Cour de cassation est très très restrictive en la matière. La charge de la preuve en matière du paiement du salaire revient à l'employeur. Le seul fait de démontrer qu'il a remis des chèques par des photocopies de chèques ne suffit pas. Alors, au cas d'espèce, hein, c'est un arrêt de juin 2015. J'ai relu l'arrêt parce que ça m'étonnait un peu, l'attendu m'étonnait un peu. L'employeur avait rapporté en justice la photocopie des chèques remis aux salariés. Et la Cour de cassation vient nous dire la seule preuve de la remise des chèques n'est pas suffisante. Il faut que l'employeur rapporte la preuve que les chèques ont effectivement été encaissés. Et j'ai relu l'arrêt attentivement, attention, les photocopies qui étaient produites à l'instance n'étaient pas des photocopies avec marqué remis en main propre contre décharge. Donc l'employeur pouvait avoir photocopié des charges qu'il n'avait pas remis aux salariés. Donc il y a une petite nuance. Mais enfin, une charge de la preuve qui pèse lourdement sur l'employeur en matière de paiement du salaire, ce qui peut avoir un intérêt dans le cadre des entreprises en redressement et liquidation judiciaire, où on vient réclamer des salaires sur les 2 ou 3 derniers mois qui n'avaient pas été réglés, et le mandataire vient nous dire « mais attendez, vous avez été réglé, puisque regardez, on a la photocopie des chèques au dossier, les salariés ont été réglés », et donc là, on peut affirmer clairement que les chèques, en produisant les relevés de banque, d'ailleurs on n'a même pas besoin de produire les relevés de banque, hein. C'est ça le principe de la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur, c'est-à-dire que c'est à l'employeur de prouver dans ses livres comptables que les sommes ont bien été décaissées par le salarié, hein. Alors, après avoir été embauché, période d'essai conclue, salaire payé, il y a une question qui se pose de manière très récurrente devant nos juridictions, et il y a pléthore de jurisprudence en matière de harcèlement moral. Alors, on en a à peu près 10 par mois, hein, des arrêts qui viennent repréciser des choses. J'en ai retenu 4, mais au détour des questions, si vous avez des interrogations sur le harcèlement moral, évidemment, n'hésitez pas. Alors, un arrêt intéressant du 7 janvier 2015,
sur la question du harcèlement et de l'aptitude au travail. C'est une salariée qui, après les deux avis de la médecine du travail, a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions avec réserve et restrictions et éviter le port, en l'occurrence, mais ça peut être évidemment toutes sortes de restrictions, éviter le port de manutention de charges lourdes de plus de 17 kg. À sa reprise dans l'entreprise, la salariée va occuper un poste et va, de manière rare mais occasionnelle, être amenée à manipuler des charges, et en l'occurrence c'était des pots de peinture de plus de 17 kg, donc contraire à l'avis de la médecine du travail. Au cas d'espèce, le port de charge s'est reproduit 3 fois. Je le dis parce que ça a un intérêt. La Cour de cassation vient nous dire qu'en confiant de manière réitérée des fonctions qui sont contraires à ce qu'a préconisé le médecin du travail, eh bien, ça met en jeu sa santé et c'est constitutif d'un harcèlement moral. Alors pourquoi ça a un intérêt que ça soit reproduit 3 fois? Parce que la définition légale du harcèlement moral, ce sont des agissements répétés. Et que je pense que la Cour de cassation a insisté, puisqu'elle le motive en disant de manière réitérée des tâches qui dépassent ses capacités et qui mettent en jeu sa santé. Donc, un contrôle accru de la Cour de cassation au retour dans l'entreprise après un avis d'aptitude et préconisation de la médecine du travail. Un autre arrêt que j'ai trouvé plutôt amusant, alors je l'ai intitulé dans la revue « Déclarer son amour n'est pas harceler », arrêt du 23 septembre 2015. Vous avez une salariée qui conteste son licenciement pour faute grave et elle invoque un harcèlement sexuel à l'égard de son supérieur hiérarchique parce qu'elle fait valoir 2 SMS qui étaient pour le moins très ambigus et plutôt coquins que ce dernier lui a adressés. Vous aurez les termes de l'arrêt si vous voulez lire la teneur des SMS dans le lien. Et moi, je m'en dispense. Et pour la Cour de cassation, eh bien, ces messages ne sont ni une contrainte ni une menace, mais ils démontrent, alors je vous dis l'attendu de la Cour de cassation, ils démontrent la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de l'auteur à son ancienne maîtresse. Et donc, le comportement du supérieur ne peut être considéré comme un harcèlement moral. Je pense que la solution aurait été tout autre si la salariée en question n'avait pas été la maîtresse de son supérieur hiérarchique. Donc voilà, la position de la Cour de casse est de dire « Ok, vous êtes gentil, pression, etc., harcèlement sexuel, je veux bien, mais à partir du moment où il y a eu une relation et qu'on est dans le cadre de quelqu'un qui essaye de rattraper son ancienne maîtresse, on n'est plus sur du harcèlement, mais là on est bien sur des questions qui tiennent à la vie privée, à la sphère privée des salariés, qui n'est plus dans le cadre de la sphère professionnelle et des manquements professionnels d'un supérieur hiérarchique. » Voilà, alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu fort. Alors, arrêt du 28 janvier 2015, et vous verrez que c'est... Enfin bon, la jurisprudence, la Cour de cassation, là, elle revient un petit peu sur sa position. Vous avez une salariée qui a été licenciée pour faute grave, parce qu'elle avait tenu des accusations par courrier et par mail de harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique. Et elle avait été licenciée pour avoir tenu des accusations mensongères de harcèlement moral. Or, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais dans le Code du travail, il existe des dispositions 1152-2 du Code du travail, selon lesquelles aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire après avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sanctionné et licencié pour avoir soit témoigné en justice pour des faits de harcèlement moral pour un collègue, soit dénoncé des faits de harcèlement moral dans l'entreprise. Et là, la Cour de cassation est venue nous dire « Oui, c'est vrai, mais si le salarié agit avec mauvaise foi et n'est pas capable de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue, eh bien dans ces conditions, elle peut être licenciée pour faute grave puisqu'on sait la mauvaise foi qui prédomine et elle a dénoncé de manière mensongère des faits de harcèlement moral. » Alors là, je trouve que c'est un peu fort de café
parce que ça voudrait dire qu'un salarié qui tente en justice de démontrer qu'il a subi des faits de harcèlement et qu'il n'a pas suffisamment de preuves, eh bien, peut effectivement perdre son procès. Alors, pour rebondir sur la preuve des faits en matière de harcèlement moral, vous avez un arrêt du 14 octobre 2015, un salarié qui a été licencié pour inaptitude physique et qui saisit la justice en entendant faire valoir à ça aussi. Vous avez énormément de contentieux sur les licenciements pour inaptitude et on demande aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de l'inaptitude, c'est-à-dire le fait d'être inaptitude. Est-ce qu'il y a des manquements fautifs à l'origine imputables à l'employeur qui ont entraîné cette inaptitude, auquel cas le licenciement est abusif puisque la cause de l'inaptitude est imputable à l'employeur. Et le salarié en question, donc, pour contester son licenciement par inaptitude, avait entendu faire reconnaître le harcèlement moral, et les nombreux écrits qu'il verse au débat ne démontrent aucune, selon la Cour de cassation, attitude déstabilisatrice de l'employeur, ni de matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. C'est-à-dire que, là encore, un contrôle accru des juridictions par rapport à ce que je viens de vous dire, et cet arrêt, c'est pour ça que je dis, on insiste, mais au cabinet, dans beaucoup de cabinets sérieux, on demande vraiment aux salariés de monter leur dossier, et on refuse beaucoup de salariés avant d'agir et avant d'introduire l'action en justice, parce que les juridictions sont devenues très exigeantes sur cette preuve, enfin sur ces éléments objectifs qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. C'est-à-dire qu'on peut très vite être débouté, sans même que le juge vienne nous dire il revient à l'employeur de rapporter que les faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, parce que les faits ne sont pas suffisamment et matériellement étayés au sens d'un fait qui pourrait être constitutif d'un harcèlement. Donc souvent, il faut constituer un dossier, prendre conseil très vite quand le harcèlement moral est en train de démarrer, et attendre, malheureusement, c'est ça le côté pervers de la chose. C'est-à-dire que souvent, on est obligé de dire au début du harcèlement, mais attendez, là, c'est trop tôt, parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'éléments, ce qui revient à laisser le salarié victime du harcèlement dans l'entreprise pendant un certain temps, le temps de constituer le dossier. Et ça, c'est pas évident, et pour les salariés dans l'entreprise, et pour les conseils que nous sommes, de préconiser à nos clients de rester en souffrance dans l'entreprise avec le risque que cela peut comporter. Avec, dans l'intervalle, un dossier à monter, le CHSCT prévenu, les délégués du personnel, l'inspection du travail, des consultations auprès de souffrance au travail, mais tout ça, ça prend du temps et ça se monte dans l'entreprise. Il ne faut pas hésiter non plus à rendre visite et à demander des visites au médecin du travail pour lui expliquer la situation. Vous aurez d'autant plus, je dirais, d'éléments étayant le harcèlement si vous avez, ça revient à dire ce que disait Johanna tout à l'heure, préalablement, vous êtes plein de la situation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre tous les 2 ans dans le médecin du travail. Vous pouvez demander à le voir. Et je rappelle aussi que les délégués du personnel, s'ils ne sont pas, même s'ils ne sont pas eux-mêmes en souffrance, mais s'ils sont au courant d'états de souffrance auprès de leurs salariés, peuvent demander une consultation auprès du médecin du travail pour se plaindre de l'environnement dans leur milieu professionnel. Et là, le médecin du travail, lui, il rédige quelque chose et ça peut étayer aussi, ça fait partie des éléments étayants. Alors j'en profite, je ne sais pas comment on va faire pour finir cette revue, mais j'en profite pour dire par rapport à la médecine du travail, c'est très important. C'est-à-dire que la Cour de cassation, maintenant de manière constante depuis 2 ans, nous dit que si la visite médicale d'embauche fait défaut, le salarié a automatiquement droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il n'y a pas d'hésitation sur la question. Alors, ce qui est couvert en revanche par la visite périodique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas eu de visite entre l'embauche et la saisine de la juridiction. Alors, venons-en justement maintenant, après le harcèlement, à discrimination, égalité de traitement.
Alors, petit arrêt vraiment là sur la notion même de discrimination sur des salariés grévistes, 9 juillet 2015. On était dans une entreprise de presse et un employeur a décidé que les salariés grévistes qui avaient bouclé leur titre avant de faire la grève percevraient 50% de leur salaire, alors que les salariés grévistes qui n'avaient pas eu le temps de boucler leur titre subiraient une retenue de 100% de leur salaire. La Cour de cassation est venue nous dire absolument pas de discrimination syndicale, pas de discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève. Rappel de salaire, ceux qui n'ont pas bouclé leur titre ont droit au même salaire que ceux qui ont bouclé leur titre. 9 juillet 2015. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, juste un arrêt qui est très important parce que là pour le coup c'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question. 3 mars 2015, quand les faits constituent, et c'est souvent le cas, à la fois une discrimination et un harcèlement moral, la victime peut prétendre à la réparation des préjudices distincts qui en résultent. Donc ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de bien rédiger vos demandes en justice parce que les qualifications juridiques ne sont pas les mêmes. Discrimination, on ne peut pas être discriminé pour rien. On est forcément discriminé à raison de quelque chose. Son âge, son appartenance à un syndicat, une ethnie, etc., le sexe, bref. Et le harcèlement moral, c'est encore une autre notion juridique puisque c'est être victime d'agissements répétés de l'employeur sans référence à une appartenance syndicale, etc. Et vous pouvez avoir d'un côté une discrimination, par exemple sur un repositionnement de carrière par rapport à votre appartenance syndicale, et d'un autre côté un harcèlement moral avec des éléments caractéristiques et prouvés du harcèlement moral. Je précise, parce que c'est souvent une confusion que font les salariés, attention, quand on est discriminé pour rien, ça ne s'appelle pas une discrimination, ça s'appelle une différence de traitement. D'accord ? Donc c'est le principe à travail égal, salaire égal. Ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il faut comparer les fonctions, les compétences, l'ancienneté pour vérifier qu'on a bien une différence de traitement. Mais on n'est plus sur de la discrimination et il y a beaucoup de juridictions, et à juste titre là pour le coup, parce que c'est la loi, qui déboute les salariés, qui se prévalent d'une discrimination, mais qu'ils ne disent pas pourquoi ils sont discriminés. Alors on va finir sur cette question de discrimination et d'égalité de traitement avec l'arrêt égalité de traitement et avantages catégoriels. Donc plusieurs arrêts ont été rendus le 27 janvier 2015. La Cour de cassation, donc là, modification en profondeur de sa position sur la légalité des avantages catégoriels au regard du principe de l'égalité de traitement, puisque la Cour de cassation est venue nous dire qu'il y a une présomption de légitimité des avantages par catégorie dès lors qu'il résulte de conventions ou d'accords collectifs. C'est-à-dire que les différences de traitement instaurées par les conventions collectives, durée du préavis, de la période d'essai, prise en charge des frais de transport, et j'en passe, eh bien, la Cour de cassation est venue nous dire qu'il y a une présomption de justification pour les différences de traitement instaurées par les conventions collectives ou les accords collectifs. À la base, pourquoi il y a eu cet arrêt ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de Cour de cassation où vous aviez des salariés qui attaquaient leur employeur en disant attendez, moi je suis technicien et je n'ai pas la même indemnité de licenciement ou je n'ai pas la même prime que mon collègue qui est agent de maîtrise ou qui est cadre, inégalité de traitement. Et individuellement, c'est vrai qu'il y avait des arrêts de la Cour de cassation qui disaient oui, c'est vrai, c'est pas normal, et qui donc accordaient une indemnité, évidemment, quand c'était plus favorable aux techniciens, équivalente à celle de l'agent de maîtrise ou du cadre. Et l'employeur, il était horrifié, il disait j'applique la convention collective, j'applique l'accord d'entreprise et on me condamne. Enfin, donc bon, c'était une situation qui était très désagréable et qui était, on va dire, injuste pour les employeurs qui, en toute bonne foi, appliquaient l'accord qu'ils devaient appliquer. Et donc, pour la convention collective, en fait, il y a eu une organisation syndicale qui a voulu passer le cran au-dessus
et casser les différences de traitement selon les catégories, d'ailleurs quelle que soit la catégorie, parce qu'en fait elle n'est pas définie, pour que tout le monde soit traité de la même façon. Ah, attention, c'est une présomption, hein. Oui. C'est une présomption de justification, c'est-à-dire que c'est présumé, les différences de traitement au sein de la convention collective sont présumées être justifiées, donc le salarié ne va pas pouvoir aller et dire du fait de la différence de traitement, etc. Non, on lui dira c'est présumé. En revanche, il peut rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire qu'il appartient désormais au salarié de démontrer, s'il le souhaite, que les différences de traitement sont étrangères à toute considération professionnelle. Donc ça ne va pas être le cas pour des questions de période d'essai, parce qu'on sait en fonction de l'appréciation des aptitudes, en fonction du poste, des compétences, etc. Mais les questions peuvent se poser de manière autre pour prime de mariage, jour de congé pour mariage, jour d'absence pour un enfant malade, qui là peuvent se discuter puisque non justifiées par des raisons pertinentes et objectives de manière professionnelle, de nature professionnelle. Alors voilà, moi je pense qu'on a fini sur les apports en matière de tout ce qui est harcèlement, discrimination, égalité de traitement. J'entends maintenant vous parler un petit peu de ce qui se précise en ce qui concerne le contrôle du salarié, son pouvoir de sanction, la liberté d'expression, étant précisé qu'on avait fait une conférence ici il n'y a pas très longtemps sur ces questions avec les SMS, enfin je ne sais plus comment s'intitulait la convention, donc la conférence, je ne vais pas tout reprendre, mais je rappelle quand même les principes. Vous savez que tout le matériel à disposition du salarié qui appartient à l'employeur est du matériel professionnel présumé, donc à la disposition de l'employeur. En termes de preuves, tous les mails, textos, échanges utilisés avec du matériel de l'entreprise sont présumés être professionnels et l'employeur peut s'en servir, sauf à ce que ce soit clairement identifié par le salarié comme étant personnel. Donc on en avait beaucoup parlé sur comment identifier les éléments personnels. Donc attention, toujours dans l'objet du mail, dans l'arborescence, dans les dossiers. Si vous souhaitez que ça ne soit pas lu et utilisé par l'employeur, le qualifié de personnel. Arrêt du 10 février 2015, l'employeur peut lire les SMS des salariés sur un téléphone dont il a l'usage qui est mis à disposition par son employeur. À partir du moment où vous avez un téléphone d'entreprise, tous les SMS que vous échangez peuvent être exploités par l'employeur, donc y compris les SMS où vous dénigrez, vous insultez votre supérieur hiérarchique, où vous rigolez sur votre supérieur hiérarchique avec un collègue. Tout ça peut se servir de preuve par l'employeur. Sauf à ce que vous mettiez dans l'objet du SMS personnel. Voilà. Géolocalisation, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous intéresse, la géolocalisation des véhicules? Parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts qui ont été rendus cette année sur la géolocalisation des véhicules, mais je peux passer si ça ne vous est d'aucune utilité. Ça vous est d'une utilité. Donc il y a d'abord une délibération de la CNIL du 4 juin 2015, pas de géolocalisation en dehors du temps de travail. Ce qui impose les employeurs à mettre en place des systèmes de géolocalisation qui peuvent être déconnectés par le salarié pendant les temps de pause et en dehors des temps de travail, c'est-à-dire temps de pause, déjeuner, trajet, domicile professionnel. Temps de trajet, domicile professionnel. Donc il faut un système qui permet aux salariés de pouvoir le déconnecter. Dans les débats à la CNIL, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en réalité, il y aurait toujours un mode de contrôle pour l'employeur, à savoir si le salarié se déconnecte de manière abusive pour échapper au contrôle, il y aura toujours un mode de sanction. En revanche, les dispositifs de géolocalisation, il me semble, c'est pas précisé, mais là en justice, ça me semble pouvoir être soutenu. Les systèmes de géolocalisation qui ne permettent pas aux salariés de déconnecter ne seront pas des modes de preuve recevables au sens de la délibération de la CNIL. Géolocalisation et véhicules de fonction. 17 décembre 2014, vous avez un salarié qui refuse que soit installé sur son véhicule un dispositif de géolocalisation. Il sera licencié pour faute grave et pour acte d'insubordination.
la Cour de cassation est venue nous dire que l'employeur ne pouvait pas recourir à ce système de géolocalisation afin de contrôler sa durée du travail, parce que le salarié en question était cadre et disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail. Donc c'était un peu contradictoire avec les termes de son contrat de travail. Et donc le licenciement a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Mais ça vaut parce que le salarié était libre dans l'organisation de son temps de travail. Hein. Attention, à partir du moment où il y a un système de respect des horaires collectifs et pas de liberté sur l'organisation du temps de travail, le fait de refuser la mise en place d'un système de géolocalisation sur le véhicule est un acte d'insubordination et constitutif d'une faute grave. Hein. Alors, une faute, alors là j'ai été très étonnée, arrêt du 16 septembre 2015. Une faute reste une faute même en dehors du lieu de travail. Vous avez un salarié qui a injurié un de ses collègues sur la voie publique, mais pas dans les lieux de travail. Donc, ils étaient en train de se disputer à l'extérieur. Il travaille dans un hôtel et il a fait l'objet d'un avertissement. Il fait valoir que c'était entre collègues en dehors du lieu de travail et pas sur son temps de travail. Et la Cour de cassation vient nous dire que ça a un lien avec le travail, un lien direct, alors que les insultes et les injures n'étaient pas liées au... C'était vraiment des insultes sans intérêt, quoi. Hein. Je sais plus ce que c'était, mais c'était espèce de connard, tu me fais chier. Enfin, c'est des choses comme ça qui n'avaient pas du tout de rapport avec le lien professionnel. Mais la Cour de cassation nous a dit que ça a bien un lien direct avec le travail et la sanction est proportionnelle aux faits reprochés. Voilà. Donc attention, à partir du moment... Alors, je crois que ce qui a été déterminant, c'est que dans une des menaces, c'est tu fais chier, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça, et qu'il y avait un élément sur ce que le salarié n'aurait pas fait, et que c'était à la sortie du travail, sur la voie publique, pas loin de l'hôtel. Mais enfin, c'est l'attendu de la Cour de casse, il le dit pas tout ça, hein. C'est dans les faits, moi, que j'ai repéré ça. Mais l'attendu de la Cour de casse ne le dit pas. Donc on pourra ressortir cet arrêt avec un attendu de principe, sans, après, ça va s'oublier. Hein, les faits de l'espèce, on va les oublier. C'est l'attendu qui ressort devant les juridictions. Hein. Liberté d'expression. L'abus est condamné. 1er décembre 2015. Une entreprise donc, licencie une salariée en lui reprochant une attitude trop critique vis-à-vis de son employeur, soutenant avoir été l'objet de harcèlement moral et de discrimination. La salariée conteste cette décision. Et la Cour de cassation nous dit que dans plusieurs courriers, elle a dénigré son supérieur hiérarchique et ses collègues, et que malgré les mises en garde de la direction, eh bien, elle a persisté dans son attitude et que c'est un abus de la liberté d'expression. Alors ça, c'est quand même fort aussi, c'est-à-dire que, vous verrez, hein, cet arrêt du 1er décembre 2015, vous n'avez pas de dénigrement verbal, vous n'avez aucune insulte de la salariée, simplement des dénigrements du supérieur hiérarchique et des collègues par écrit. Alors ce qu'a retenu dans les faits de l'espèce, c'est qu'elle avait une attitude vindicative et polémique dans les courriers qui était absolument injustifiée, c'est-à-dire que jamais elle a pu prouver ce qu'elle a légué, et de l'autre côté on avait un dossier, c'est toujours la même question, hein, c'est une question de preuve, c'est-à-dire que de l'autre côté l'employeur avait un dossier costaud disant qu'il avait toujours été très respectueux, c'était polémique et vindicatif, que c'était absolument pas justifié, et la Cour de cassation a caractérisé l'abus de la liberté d'expression. Voilà sur les questions de contrôle. Pour le reste, la jurisprudence est constante. Peut-être préciser avant d'attaquer l'arrêt Altran, parce que c'est aussi dans l'arrêt du 4 novembre 2015, hein, ce sont les arrêts du 4 novembre 2015. Juste préciser, parce que c'est un arrêt qui se positionne sur la question de convention de forfait en jours sur l'année et comment s'applique la convention de forfait en jours par rapport à la convention collective applicable et la convention de forfait sur une base hebdomadaire avec une convention de forfait. Donc on va arriver à ça, mais j'indique une petite précision parce que c'est important. Une convention de forfait jour sur l'année, ça doit répondre à certaines exigences légales. Et la simple mention, parce que ça c'est quand même, ça arrive très très fréquemment dans les dossiers où moi je conclus systématiquement sur la question,
La simple mention d'une convention de forfait en jours sur l'année sur le bulletin de paye, avec marqué forfait, ça ne suffit pas, hein. Le forfait n'est pas valable. C'est-à-dire que pour qu'une convention de forfait en jours soit valable, il y a plusieurs conditions. Il faut qu'un accord collectif autorise le recours à cette modalité. Il faut que la mention, que le contrat de travail prévoit une convention de forfait qui soit dûment signée par le salarié. Et attention, la convention de forfait répond à certaines exigences. Donc ça, à titre liminaire, ça m'apparaît important de le préciser. Maintenant, sur l'arrêt Altran, le non-respect, la Cour de cassation vient nous dire qu'à partir du moment où une convention collective régit la mise en place de conventions de forfait sur une base hebdomadaire, l'employeur est lié par cette convention, même si le salarié entend y renoncer. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas renoncer de cet avantage qu'il tire de la convention collective. Donc, pour mémoire, dans la convention Syntec, forfait hebdomadaire de 38h30, qui nécessite bien sûr toujours les mêmes exigences, hein, à savoir la signature d'une convention individuelle de forfait. C'est un forfait hebdomadaire de 38h30 qui s'applique aux ingénieurs et cadres. Ça, c'est les dispositions de la convention collective dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Et attendez, ça on va y venir. Je pose pour l'instant le décor et Isabelle posera la solution. Mais au moment, trois conditions: signature d'une convention individuelle de forfait, applicable aux ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Pour mémoire, en 2016, c'est 3 218 € par mois. Et applicable aux ingénieurs et cadres qui bénéficient d'une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel de la branche Syntec. Je vais laisser Isabelle poser la situation juridique, parce que sinon j'ai peur de... Alors, bon, déjà, cet arrêt Altran, c'est vrai qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir qu'il ne s'applique pas non plus à tous les salariés qui sont en réalisation de mission. Il s'applique quand les salariés ont cette convention hebdomadaire et qui n'ont pas un accord collectif dérogatoire signé depuis 2004. Si vous avez dans votre entreprise un arrêt qui ne précise pas le plafond tranche A comme condition pour accéder à cette réalisation, c'est mort, c'est même pas la peine. Donc regardez déjà bien si vous avez un accord ou pas, et si vous n'en avez pas, là on peut se poser la question. Donc, la Cour de cassation, elle a été quand même très générale, mais en même temps très précise. Elle dit que tous les ingénieurs sont a priori concernés, à condition, donc, comme disait Johanna, que leur rémunération soit au moins égale au plafond, et qu'il en résulte, la deuxième partie est très importante, qu'il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond relèvent de cette modalité. Donc, qu'est-ce qu'a fait et qu'est-ce que continue à faire en fait la branche patronale? Elle dit ah oui, mais c'est une indexation, et l'indexation en fonction donc du coût de la vie, c'est interdit par l'article. Alors attendez, je m'en rappelle jamais. Alors l'indexation, c'est par rapport au fait que le pass peut devenir inférieur en cours de contrat. Ben, le plafond tranche A de la sécurité sociale, il est fondé aussi sur l'indice du coût de la vie. Et donc il évolue parfois plus vite que les salaires. Voilà, donc le code monétaire et financier, donc l'article L112.2, il interdit cette indexation. Il interdit une indexation des salaires en fonction du coût de la vie. Donc c'est assez astucieux, ça a toujours été la position de la branche de dire ah bah oui, mais on ne peut pas indexer. Mais en réalité, c'est pas ça que dit la Cour de cassation. Elle dit que le maintien est interdit. Elle ne dit pas qu'il faut indexer. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous êtes vous êtes un ingénieur et cadre, au moment où on vous place en réalisation de mission, vous devez être au plafond tranche A. Là, de ce côté-là, je pense au moment de l'embauche, voilà. Il faut déjà vérifier, au moment de l'embauche, qu'on est bien dans cette condition. Alors, qu'est-ce qui se passe après, si un an après, vous repassez en dessous? Bon, donc, il y a plusieurs solutions. Première solution, l'employeur se gratte la tête et augmente votre salaire. Bon, très bien, tout va bien, donc voilà. Deuxième possibilité, votre employeur vous propose une modification, et quand je dis proposer, c'est avec beaucoup de guillemets, une modification de votre contrat de travail et vous replace dans une autre modalité. Par exemple, la modalité standard.
Et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais ça, on pourra peut-être en discuter des conséquences d'un éventuel refus. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne fait rien? Il ne fait rien, il ne bouge pas. Et vous vous retrouvez toujours avec cette convention de forfait et avec un salaire qui est grignoté, qui est éventuellement grignoté année par année. Donc vous ne pouvez pas exiger l'indexation, ça c'est clair. En revanche, votre maintien en réalisation de mission, il est tombé. Vous ne pouvez plus être légalement en réalisation de mission. Mais vous l'avez été par la force des choses. Vous avez continué de la même façon à travailler. Donc ce que vous pouvez réclamer, et c'est pas rien, et c'est ce que dit la Cour de cassation, c'est le rappel d'heures supplémentaires. Sur toute la période, alors on peut remonter jusqu'à 3 ans, sur toute la période considérée. Et là, c'est, on va dire, même pas la peine de faire la preuve que vous avez effectué des heures supplémentaires. Elles sont présumées sur la base minimum de 3h30. Donc, pas d'indexation sur le salaire. D'accord ? La condition, c'est le maintien dans cette catégorie. C'est pour ça qu'on continue, nous, à dire que c'est une condition de maintien dans la catégorie. Donc la nuance est subtile, mais ce n'est pas autre chose qu'a dit la Cour de cassation. Et c'est pour ça que les salariés, eux, ils ont touché un assez gros rappel de salaire. Et les entreprises s'y trompent pas, hein, parce que d'abord, là, ils ont été jusqu'au bout, Altran. Ils auraient dû peut-être quand même arrêter un peu avant. Mais ils se faisaient fort du contrat de travail de base. Le salarié, il avait renoncé. Bon, ça, c'est une chose. Mais surtout, cette histoire d'indexation était absolument déterminante. Donc, pour moi, j'ai rencontré pas mal de salariés qui étaient en relation de mission en application de la convention collective. Je n'ai jamais eu besoin, en tout cas, on n'a jamais eu besoin d'aller jusqu'en cour de cassation. Le paiement des heures supplémentaires a été accepté, soit de manière transigée, soit au tribunal avant. Donc, vous ne laissez pas leurrer par cette histoire d'indexation de salaire. Ça, c'est vraiment la part. Hein. Mais ce n'est pas une indexation. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 qui porte sur l'incidence de la maladie sur les forfaits jours sur l'année. Alors, la Cour de cassation, alors c'était dans un contexte un peu particulier puisque c'est l'accord collectif qui mettait en place un forfait jour avec certaines conditions pour l'acquisition de jours et notamment un nombre de jours de travail effectif dans l'année. C'est-à-dire qu'il y avait 25 jours ouvrés de congés payés dans le forfait et 31 jours dénommés AJC, autre jour de congé, avec effectivement une exigence de travail effectif dans l'entreprise. Et de manière très, moi ça m'a beaucoup énervé quand même, hein, il a été tranché qu'à partir du moment où il y avait des jours de maladie et que c'était la condition de l'accord, c'était en fonction du temps de travail effectif sur l'année, et bien là on n'était pas dans le cadre de la récupération prohibée des jours et que l'employeur pouvait procéder à la récupération de ces heures de travail. Alors que, je précise, mais vous aurez tout ça sur la communication mail, l'article 3122-27 du Code du travail prévoit des clauses absolument restrictives pour permettre à l'employeur de récupérer les jours sur le forfait qui sont des causes accidentelles d'inventaire ou de chômage d'un jour. Et la récupération des jours pour cause de maladie est prohibée puisque la maladie ne doit pas rentrer en ligne de compte. Sauf que là, comme c'était marqué AJC dans l'accord et que c'était sous condition de travail effectif, la Cour de cassation nous dit mais attendez, c'est pas en raison de la maladie, c'est en raison de l'exigence de la présence et du travail effectif dans l'entreprise. La solution serait évidemment différente en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, puisque là, effectivement, ça c'est complètement impossible. Puisque c'est considéré comme du temps de travail effectif au sens juridique et légal du terme. Alors, on avance un petit peu toujours sur ces questions de temps de travail, mais très rapidement. Question de travail à temps partiel et de requalification à temps plein. Vous savez qu'il y a des exigences absolument restrictives en matière de travail à temps partiel. Le contrat doit être écrit, mentionner la répartition des horaires sur les jours, le volume d'heures, etc. Et arrêt de la Cour de cassation chambre sociale 17 décembre 2014, bon, qui est paru en 2015, c'est pour ça qu'elle est dans cette revue. L'accomplissement des heures complémentaires, donc, parce qu'en temps partiel, on ne parle pas d'heures supplémentaires, mais d'heures complémentaires. Quand la durée du travail du salarié à temps partiel, du fait de l'accomplissement des heures complémentaires, est portée au niveau
de la durée légale, eh bien, il y a une requalification du contrat de travail à temps plein. Alors, pas depuis l'origine de la relation contractuelle, attention, mais à compter du premier dépassement, le contrat de travail à temps partiel devient un contrat de travail à temps plein. Il y a une requalification à temps plein à compter du premier dépassement du fait de l'accomplissement des heures complémentaires. Petite précision sur le travail du dimanche, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité, la loi Macron, à compter du 1er janvier 2016, le maire pourra autoriser pour les commerces de détail, je vous le dis, le travail de 12 dimanches par an au lieu de 5. En 2015, le nombre a été fixé à 9. Quelques arrêts sur les CDD. Alors, CDD renouvelable, ça vous dit quelque chose ? Les dernières dispositions légales 17 août 2015, le CDD peut donc maintenant, et c'est rentré en vigueur, être renouvelé 2 fois et pas seulement 1 fois. Donc c'est rentré dans notre système législatif et cette disposition s'applique aux nouveaux contrats conclus à compter du 19 août 2015, mais également aux contrats en cours à la date du 19 août 2015. Donc avant, c'était 1 fois, maintenant on peut renouveler 2 fois. Ça ne change rien sur la durée maximum, puisque dans la majorité des cas, sauf exception, je ne vais pas y revenir, la durée maximum renouvellement inclus, et donc avant on disait le renouvellement inclus, maintenant on dira les 2 renouvellements inclus. La durée maximum ne peut pas dépasser 18 mois. Petit arrêt, j'en aurai terminé sur les CDD. On va passer ensuite aux questions afférentes à la rupture du contrat et notamment aux questions de rupture conventionnelle. Transformation d'un CDD en CDI. Lorsqu'un contrat un CDI n'est pas proposé à une personne qui occupe le poste en CDD à la fin de son CDD, lorsque le contrat ne lui est pas proposé, le salarié peut bénéficier de son indemnité, vous le savez, de précarité. Alors, quand est-ce que le salarié a le droit à son indemnité de précarité? Quand est-ce qu'il n'y a pas le droit? Quand on ne lui propose pas le CDI et qu'il va donc quitter l'entreprise, même pour y revenir postérieurement, il a le droit à son indemnité de précarité. Lorsque il quitte l'entreprise et qu'il demande la requalification de son contrat, c'est-à-dire, on est dans le cadre d'un emploi permanent, d'accord? Il est en CDD, mais en revanche, il y a un détournement du CDD et le salarié aurait pu occuper un poste à temps plein puisque c'est un emploi permanent. Il saisit le juge et il dit « Mais attendez, moi je demande la requalification de mon CDD en CDI avec les conséquences de droit. » Si le juge lui donne raison sur la requalification et que le salarié n'est pas en CDI de fait, l'indemnité de précarité lui reste acquise. Mais attention, si le salarié poursuit sa relation de travail en CDI, même en l'absence d'un contrat écrit ou d'un avenant, mais qu'il reste en CDI dans l'entreprise, l'indemnité de précarité ne lui est pas acquise. Donc il perd l'indemnité de précarité en cas de poursuite des relations contractuelles après le terme du CDD en CDI. Passons maintenant aux ruptures du contrat de travail. Alors là, énormément de jurisprudence en matière de rupture conventionnelle, ce qui est assez logique compte tenu de la multiplication des ruptures conventionnelles signées, qui est devenue la rupture conventionnelle le mode favori de rupture des relations de travail. Et donc nous avons énormément de jurisprudence avec là pour le coup une position de la Cour de cassation très large sur l'appréciation du consentement. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle, c'est un mode autonome de rupture du contrat de travail. C'est un mode qui est présumé comme étant un mode consentant et pleinement consentant entre les parties et qu'on a beaucoup de mal à faire tomber les ruptures conventionnelles devant les juridictions. Alors, élargissement du champ des possibilités pour conclure les ruptures conventionnelles, puisque le 16 décembre 2015, la Cour de cassation est venue nous dire qu'il est possible de conclure une rupture conventionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. C'est-à-dire que même pendant la période de protection, quand même, qui est une période de protection très stricte prévue par le Code du travail, qui est l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, il est possible de rompre ce contrat
La Cour de cassation, par une rupture conventionnelle, la Cour de cassation vient nous dire qu'il y a un plein consentement des parties dans cette hypothèse et qu'il revient au salarié qui est en demande de rapporter la preuve d'une fraude, c'est-à-dire d'un vice du consentement, d'une menace ou d'une pression. Mais que de fait, même pendant ces périodes de suspension, la rupture conventionnelle est valablement conclue. 16 décembre 2015. Rupture conventionnelle plein pouvoir, je dirais, puisque même après un licenciement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle 3 mars 2015, puisqu'un salarié qui a été licencié pour faute, avec une dispense de préavis, un mois après, signe avec son employeur, donc pendant son préavis dont il est dispensé, mais le licenciement a déjà été notifié, donc la rupture est notifiée, il signe une rupture conventionnelle dans la foulée, et l'entreprise informe au moment de la rupture conventionnelle le salarié de sa décision de le libérer de la clause de non-concurrence et donc de ne pas lui payer l'indemnité prévue en contrepartie. Et mécontent, le salarié n'aurait sans doute pas saisi s'il n'y avait pas eu cette question de paiement de l'indemnité de la clause de non-concurrence, mais le débat finalement il n'était pas celui-là, le débat il était est-ce que la rupture conventionnelle elle est valablement signée, puisque le salarié vient dire aux juridictions et au conseil des prud'hommes, vient dire attendez, moi j'ai signé une rupture conventionnelle mais le licenciement a déjà été notifié, donc vous ne pouvez pas retenir cette rupture conventionnelle et donc comme je n'ai pas été libéré de ma clause de non-concurrence dans le cadre de la notification du licenciement, payez-moi mon indemnité de non-concurrence. Et la Cour de cassation vient nous dire une rupture conventionnelle peut parfaitement et valablement être signée après la notification d'un licenciement, puisque par cet acte-là, les parties d'un plein consentement et d'un commun accord renoncent au licenciement qui a précédemment été notifié aux salariés. Procédure disciplinaire en matière de rupture conventionnelle. À partir du moment où le salarié se rétracte, une rupture conventionnelle est signée, mais il y a un délai de rétractation, l'employeur évidemment peut engager ou reprendre une procédure disciplinaire. Il n'y a absolument aucun obstacle à ce que l'employeur reprenne immédiatement une procédure disciplinaire, mais attention, dans le respect du délai de prescription des faits fautifs. Vous savez qu'on ne peut sanctionner un fait fautif que dans les 2 mois dont l'employeur a eu connaissance du fait fautif. Le processus de signature et de procédure de mise en place de rupture conventionnelle n'est pas suspensif de la prescription en matière des faits disciplinaires. Donc si l'employeur est toujours dans la période de prescription, il peut immédiatement engager une procédure disciplinaire. Cassation sociale, 3 mars 2015. Rupture conventionnelle et maternité, quand je vous disais que la période de la protection, accident du travail, maladie professionnelle s'étend également à la maternité, puisqu'une rupture conventionnelle peut être signée pendant les périodes de protection afférentes à la maternité. Et pendant le congé maternité ou pendant les 4 semaines qui suivent le congé donc, la rupture conventionnelle est présumée être signée d'un plein accord avec le consentement des parties. Toujours, on retombe donc sur la fraude qui peut éventuellement venir au soutien des allégations des salariés, mais il reviendra aux salariés de prouver qu'il y a eu une fraude, une menace, un vice du consentement, parce que de fait, et automatiquement, la rupture conventionnelle, nonobstant l'état de santé, nonobstant l'état de maternité, est un mode valable de rupture du contrat pendant ces périodes-là. Cassation sociale, 25 mars 2015. Que nous dit la Cour de cassation lorsqu'il y a une erreur en matière de rupture conventionnelle sur le montant des indemnités ou même sur la date de rupture? C'est-à-dire que là, au cas d'espèce, c'est un arrêt du 8 juillet 2015, le montant prévu à la rupture conventionnelle était inférieur au montant de l'indemnité spécifique de rupture qui, vous le savez, doit être au minimum égal au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le montant était inférieur et la date prévue pour la rupture était erronée d'une journée par rapport à l'homologation par l'inspection du travail. Saisine du Conseil des prud'hommes pour demander la nullité de la rupture conventionnelle pour montant inférieur et date erronée. Conseil des prud'hommes suivi par la Cour d'appel, suivi par la Cour de cassation. Le seul fait que le montant soit inférieur et la date erronée ne suffit pas à entraîner la nullité puisque le consentement était plein. C'est juste une erreur. Il revient au juge de rectifier la date et le montant.
et d'accorder en conséquence le reliquat du montant aux salariés, mais rien de plus. Cassation sociale, 8 juillet 2015. On passe au licenciement. Licenciement d'une femme enceinte quand même, le repréciser. 15 décembre 2015, elle a été licenciée, donc une salariée qui est licenciée par lettre recommandée alors qu'elle était enceinte, mais l'employeur n'était pas au courant. Hein. Donc elle prévient son employeur de son état de grossesse. Pour le licenciement, elle était dispensée de l'exécution de son préavis. Et elle prévient immédiatement son employeur qui mettra 1 mois et demi à lui proposer sa réintégration. Et la Cour de cassation vient nous dire que l'employeur, immédiatement après avoir eu connaissance de l'état de grossesse et non à la date d'expiration du préavis, immédiatement après, doit proposer sa réintégration. À défaut, la salariée pourra obtenir la nullité même de son licenciement et la réintégration et les sommes y afférentes. Donc attention, effectivement, réintégration immédiate. Inaptitude et licenciement. Je le rappelle, mais là, ce n'est pas une nouveauté. 17 décembre 2014, une salariée a été licenciée pour inaptitude et devant le Conseil des prud'hommes, elle conteste la validité de l'avis du médecin du travail puisque celui-ci n'avait pas obtenu l'agrément du directeur régional du travail et de l'emploi, enfin de la directe. Et effectivement, pour que l'avis soit valable, il faut que ça soit visé par la directe. Le salarié conteste son licenciement devant le Conseil des prud'hommes en disant que l'avis n'étant pas valable, donc allègue une exception d'irrégularité d'un acte administratif en disant l'avis d'inaptitude n'est pas valable, mon licenciement ne l'est pas non plus. Rappel de la Cour de cassation, la salariée doit remettre en cause l'avis de la médecine du travail devant l'inspection du travail. C'est un recours administratif, le juge judiciaire n'y peut rien. À partir du moment où la rupture conventionnelle a été établie avec un avis du médecin du travail, pas la rupture conventionnelle, n'importe quoi, licenciement pour inaptitude avec un avis du médecin du travail, peu importe que celui-ci soit régulier ou non, le licenciement est régulier, sauf aux salariés à contester l'avis d'inaptitude de manière administrative en recours gracieux d'abord, puis éventuellement contentieux. 17 décembre 2014. Ah oui, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est pas tellement pour la nouveauté de l'arrêt, mais juste pour le rappeler parce qu'on l'oublie. Vous savez qu'en matière d'inaptitude, je vous en ai parlé tout à l'heure, un salarié qui est licencié pour inaptitude peut devant les juridictions aller plaider sa cause en indiquant qu'à l'origine de l'inaptitude, il y a soit un harcèlement moral, soit des faits fautifs de l'employeur qui sont à l'origine de l'inaptitude, et obtenir en conséquence que le licenciement soit dit dénué de cause réelle et sérieuse, abusif, et obtenir réparation de son préjudice. Petite précision, 15 avril 2015, même autorisé par l'inspection du travail, le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié protégé peut être annulé par le Conseil des prud'hommes, par le juge prud'homal, si l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral. Donc même pour les salariés protégés, même si l'inspection du travail a donné son accord pour la procédure d'inaptitude, rien n'empêche le salarié protégé de saisir la juridiction prud'homale en indiquant qu'à l'origine de l'inaptitude, il y a des faits fautifs de l'employeur et d'obtenir la nullité de son licenciement. Ah oui, ça c'est pas mal. Licenciement en cas d'absence prolongée, 13 mai 2015. Est-ce que vous connaissez le régime des licenciements pour absence prolongée? On ne peut pas licencier un salarié pour maladie et pour absence, parce que là c'est un licenciement en raison de l'état de santé, c'est justement, on parlait tout à l'heure de la discrimination, c'en est une. Pas de sanction et pas de licenciement en raison de l'état de santé du salarié. En revanche, il existe un dispositif qui est de permettre un licenciement pour absence prolongée dans l'entreprise avec 2 conditions impératives. 1, que ça perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, et 2, que ce licenciement soit nécessaire parce qu'on doit pourvoir au remplacement définitif du salarié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face, du fait de ses absences, et ça perturbe tellement le fonctionnement de l'entreprise qu'on est obligé de recruter un CDI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répartir les tâches indéfiniment sur le service. C'est une fonction, une qualification qui exige que ce soit un CDI et pas des CDD qui s'enchaînent.
Et on n'a pas d'autre choix. Je précise, ça c'est pas dans les arrêts, mais je précise tout de même que vérifiez tout le temps dans les conventions collectives et dans votre convention collective la clause de garantie d'emploi. Je ne sais pas s'il y en a une sur Syntec. Clause de garantie d'emploi, c'est-à-dire que... À vérifier, tiens, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas de convention avec moi. Là. Je vais vous dire dans 2 minutes. Vérifier que certaines conventions collectives précisent que pendant de toute manière 6 mois, même en cas d'absence prolongée de nécessité de pourvoir au remplacement définitif, il y a une clause de garantie d'emploi qui garantit l'emploi du salarié. Et là, moi j'ai beaucoup de contentieux sur la question dans beaucoup de conventions collectives qui le prévoient et les employeurs oublient cette question-là. Mais voilà, c'est à vérifier. Et là, cet arrêt vient nous dire, donc cet arrêt du 13 mai 2015, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige avait mentionné que du fait des absences prolongées, il y a eu une perturbation dans le secteur d'activité dont avait la charge le salarié et pas perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Et la Cour de cassation là, a une appréciation restrictive, c'est-à-dire que le secteur d'activité, ça ne suffit pas. Il faut réellement que ça perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et pas simplement le secteur d'activité dont le salarié a la charge. Voilà. Et donc le licenciement a été dit dénué de cause réelle et sérieuse. Licenciement... ah oui, ça aussi, c'est pas une nouveauté, mais il faut le rappeler. Licenciement pour motif économique et reclassement. Arrêt du 1er avril 2015. Au cas d'espèce, l'employeur propose au salarié, du fait des difficultés économiques, une modification de son contrat de travail, avec une mutation sur un autre établissement. Le salarié refuse la mutation et la modification de son contrat de travail et va être licencié pour motif économique. Aucun autre reclassement ne lui sera proposé puisque le seul poste disponible était celui qu'il avait refusé dans le cadre de cette proposition de mutation au stade de la modification du contrat. Le salarié saisit en disant « mais attendez, je l'ai refusé au stade de la modification, mais au stade du reclassement, je l'aurais peut-être accepté ». La Cour de cassation vient nous dire « effectivement », et ça c'est constant, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais là c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel du 1er avril 2015. Le fait pour l'employeur de proposer un poste au stade de la modification du contrat, même si le salarié refuse ce poste, ne dispense pas l'employeur de le proposer au stade du reclassement, antérieurement à la notification du licenciement. Et là, le licenciement tombe, puisque l'obligation de reclassement, qui est une obligation impérative en matière de licenciement économique, n'a pas été respectée par l'employeur. Modification du lieu de travail, 28 mai 2015. Alors attention, la jurisprudence est devenue très stricte en matière de lieu de travail. Le lieu de travail n'est plus un élément essentiel du contrat. Le lieu de travail n'est porté au contrat que de manière indicative. Et je parle évidemment pas de présence de clause de mobilité au contrat, parce que là, effectivement, il faut vérifier qu'elle soit valable et qu'elle s'applique bien au contrat. Mais quand il n'y a rien marqué au contrat, qui a marqué simplement le salarié exercera ses fonctions à telle adresse, ça n'a qu'une valeur indicative. Et il relève du pouvoir normal de gestion et de direction de modifier le lieu de travail du salarié à condition qu'on reste dans le même secteur géographique. Alors en l'occurrence, là, c'était 12 km de l'ancien lieu géographique. Et la Cour de cassation nous a bien rappelé qu'on était dans le simple changement des conditions de travail. Et là, en fait, la particularité de cet arrêt, pourquoi je l'ai cité, parce que bon, sinon c'est assez classique, mais elle avait été licenciée pour abandon de poste et pas par refus de mutation. Pas pour insubordination, mais pour abandon de poste. Et on est bien dans le cadre d'un abandon de poste. La Cour de cassation nous dit oui. On est bien dans le cadre d'un abandon de poste puisqu'elle ne se présente plus à son poste qu'elle devait occuper de par l'exercice normal du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur. Pas de faute lourde sans intention de nuire, ça vous le savez. 22 octobre 2015, un salarié qui dans l'entreprise est chargé de la comptabilité s'octroie des primes exceptionnelles tous les 3 mois. Et accorde des avantages salariaux à sa sœur dans l'entreprise et à personne d'autre. Il est licencié... Pardon ? J'entends pas. Elle est licenciée pour faute lourde. Les juges prud'homaux donnent raison à l'employeur. Les juges d'appel également
en disant là quand même c'est fort de café, juste à vous et à votre sœur. Et la Cour de cassation nous dit niet. C'est pas parce qu'il y a une irrégularité, c'est pas parce qu'il y a un acte préjudiciable à l'entreprise qu'il y a une intention de nuire. Il y a une volonté de se favoriser, soi et sa sœur, mais il n'y a pas d'intention de nuire à l'employeur. C'est uniquement une intention de se faire plaisir. On est donc dans le cadre, pas dans le cadre d'une faute lourde. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que là, c'est un renvoi, du coup, à la cour d'appel. Mais ça sera sans doute requalifié en faute grave. Hein. La seule différence, vous savez, entre faute lourde et faute grave en matière de conséquences, aucune incidence sur le pôle emploi, la prise en charge est identique. C'est simplement l'indemnité privative de congé payé qui n'est pas due en matière de faute lourde, alors qu'elle reste acquise en matière de faute grave. Le licenciement, je finis avec la rupture là, mais le licenciement le plus difficile à contester, le licenciement des cadres pour insuffisance professionnelle. Le reste, on y arrive. Quelque chose d'important, les indemnités des, vous savez, salariés protégés, on conteste le licenciement, violation du statut protecteur. Je rappelle quand même que malgré les mandats de 4 ans, l'indemnité, quand le salarié ne demande pas sa réintégration, est limitée à 30 mois forfaitaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis 2 ou 3 arrêts de l'après-rupture, notamment du solde de tout compte. Attention, attention, 6 mois, 4 novembre 2015, 6 mois pour contester. Même si le délai de contestation n'est pas mentionné sur le solde de tout compte. C'est un peu ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'avant, on disait le délai ne court pas puisque le salarié n'est pas avisé du délai pendant lequel il peut contester. Le solde de tout compte a un effet pleinement libératoire, donc pensez à le contester. La question qui se pose souvent devant les juridictions, et jusque-là, en tout cas, ça se défendait, je ne sais pas ce que nous dira la Cour de casse, mais par précaution, en tout cas, dès que vous signez, vous dénoncez votre solde de tout compte. Hein, ou alors vous signez. Ah bah, si vous pouvez ne pas signer. Non, mais parfois, il y a des employeurs qui disent « je te donne pas le truc, tu signes et je te le donne ». Donc si vous signez, vous signez en mettant sous réserve de mes droits, je dénonce par la présente le solde de tout compte et vous êtes couvert. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je conseille toujours de dénoncer malgré la saisine, parce qu'on pourra toujours nous dire qu'il y a un formalisme particulier qui est de dénoncer en lettres recommandées, que la saisine de la juridiction n'est pas conforme aux règles légales. Donc je dis, ça ne suffit pas, même si pour l'instant, pas mal de confrères s'en contentent. Et je terminerai avec la clause de non-concurrence, puisque c'est l'après-contrat. Clause de non-concurrence, ne confondez pas les notions de non-concurrence avec une clause de non-concurrence prévue au contrat et la concurrence déloyale, qui sont 2 notions différentes. La question de la renonciation de la clause de non-concurrence, 21 janvier 2015, la Cour de cassation va bien nous dire que quand l'employeur dispense le salarié d'exécuter son préavis, il doit le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise. D'accord ? Donc attention, c'est la date du départ effectif de l'entreprise et pas la fin du préavis. D'accord ? Donc ça a une importance énorme. Hein, c'est-à-dire que libérer le salarié en cours de préavis alors qu'il est dispensé n'est pas suffisant et le salarié pourra prétendre à obtenir l'indemnité de la clause de non-concurrence. Le montant de la clause de non-concurrence, et j'en aurai terminé, 25% de la rémunération en clause de non-concurrence en cas de licenciement et 10% en cas de démission. La Cour de cassation vient nous dire niet, l'indemnité ne peut en aucun cas être minorée en fonction du mode de rupture du contrat de travail.